demeure le cœur léger, car je mesure l'immensité de l'œuvre accomplie par nos soldats, nos femmes, nos ouvriers et notre jeunesse. Cette contribution est unique dans l'histoire. Contrairement à ce que croient les Juifs, cette guerre ne se terminera pas par l'anéantissement du peuple arien. Elle se terminera par l'extermination des Juifs. Pour moi, la guerre n'est pas un jeu. Je n'ai aucun ordre à recevoir de mes généraux. C'est avec une volonté inébranlable que je déciderai du moment de l'attaque. Telle est ma mission. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le peuple allemand subit les conséquences de la défaite. L'économie est en ruine, plus du tiers de la population active est sans emploi. L'un de ses ouvriers au chômage se souvient. Des milliers d'usines avaient fermé. Beaucoup d'Allemands honnêtes en étaient réduits à voler pour se nourrir. Nous rêvions tous d'un monde meilleur. Comme tant d'autres, j'avais tout perdu. C'est pour ça que j'ai adhéré au Parti national-socialiste. Septembre 1934. Le Parti national-socialiste est au pouvoir depuis sa victoire aux élections il y a 20 mois. Au fête de la moisson de Buckeberg, des dizaines de milliers d'Allemands viennent acclamer leur nouveau dirigeant, le chancelier et Führer, Adolf Hitler. Le peuple allemand vit dans une misère atroce. Il faut vaincre le chômage. Que le peuple nous accorde 4 ans avant de juger et que Dieu Tout-Puissant bénisse notre action. Une institutrice, Louise Solmitz, assiste au rassemblement. Un frisson parcourt la foule en délire. Le Führer arrive. L'émotion est à son comble. C'est une ovation interminable. Beaucoup d'entre nous le voient comme un sauveur, celui qui va nous tirer de notre misère insupportable. Adolf Hitler. Il est de notre devoir de déchirer à tout jamais ces pages sombres de notre histoire. De la misère, de la détresse, de l'indigence va renaître un nouveau Reich allemand. L'arrivée d'Hitler au pouvoir suscite un élan d'optimisme. Témoignage d'une femme médecin, Herta Natorf. Hitler est chancelier. On ne parle plus que de ça.
La liesse est générale, bien que l'inquiétude se lise sur certains visages. Mais tous s'accordent à dire que désormais, ça va changer. Petit à petit, les conditions de vie du peuple allemand s'améliorent. Le chômage est quasiment résorbé. Les ouvriers peuvent même partir en vacances à l'étranger grâce à des subventions de l'État allemand. L'un d'entre eux, Hermann Schutz, part pour l'Italie. Qui aurait dit qu'un jour, un ouvrier allemand aurait les moyens de se payer des vacances sur la Riviera italienne? À notre retour en Allemagne, nous montrerons notre reconnaissance au Führer en travaillant 2 fois plus pour l'aider à atteindre ses objectifs. En Allemagne, les nazis font taire toute opposition politique. La police et les tribunaux sont placés sous l'autorité du Führer. Le pouvoir est entièrement aux mains d'Hitler. Vous ne pouvez pas tous me voir, et je ne peux pas vous voir tous. Mais vous me sentez proche de vous, et je vous sens proche de moi. Nous sommes ensemble, et nous formons l'Allemagne. Septembre 1935. Hitler proclame de nouveaux décrets qui font des Juifs allemands des citoyens de seconde zone. On donne aux enfants des cours d'éducation raciale. C'est tout particulièrement à son nez que l'on reconnaît le juif. De profil, on dirait le chiffre 6. On voit à ses yeux que c'est un être fourbe. Les juifs sentent souvent mauvais. Si vous avez le nez assez fin, vous pouvez sentir le juif. La liberté de parole est réprimée d'une manière impitoyable. Des dizaines de milliers de personnes sont jetées en prison, comme le journaliste Stefan Laurent, qui a osé dans son journal émettre des critiques contre le Führer. J'écris de la cellule numéro 24. Dehors, une nouvelle Allemagne est en train de naître. Ils sont des millions à s'en réjouir. Hitler promet à chacun exactement ce qu'il désire. Mais lorsqu'ils reviendront à la raison, ils se rendront compte qu'ils se sont laissés mener en bateau et qu'on les a bernés. « 1er août 1936. Hitler pénètre dans le stade de Berlin où se tiennent les 10e Jeux Olympiques. Il est décidé à faire de ces Jeux une vitrine de sa nouvelle Allemagne. L'universitaire juif Viktor Klemperer se trouve à Berlin. Ces Jeux Olympiques me répugnent. On a interdit les slogans que l'on braillait dans les rues. Tout ce qui peut déplaire, tous ces sentiments guerriers ou antisémites, tout a disparu de la presse. On fait systématiquement remarquer à nos invités qu'il règne ici une atmosphère paisible et bon enfant. Les Allemands raflent la plupart des médailles. C'est un triomphe personnel pour Hitler. En 1940, les Jeux Olympiques auront lieu à Tokyo. Mais tous les suivants auront lieu à Berlin pour toujours. Trois semaines après les Jeux Olympiques, Hitler rencontre un ancien Premier ministre britannique. Il accueille Lloyd George dans son chalet de montagne de Berchtesgaden, en Bavière. Hitler est accompagné de son interprète, Paul Schmidt.
Hitler était ravi qu'un homme d'État mondialement connu vienne lui rendre visite. Nous étions tous assis à une table près de la fenêtre. Il s'est mis à parler sur un ton exalté de ce qu'il avait vécu pendant la Grande Guerre, du temps où il était simple soldat. « J'ai souvent dû faire face aux Anglais », disait-il. Lloyd George est tellement impressionné par Hitler qu'il publie dans un journal le récit de sa rencontre. Hitler ne rêve pas d'une Allemagne qui menace l'Europe. Les Allemands ont perdu toute envie d'entrer en conflit avec nous. Comme la plupart des hommes politiques européens, Lloyd George n'a rien perçu du cynisme d'Hitler. Après cette rencontre, le Führer adresse une note secrète à ses ministres. Le monde est en marche vers un nouveau conflit. Il est vital que notre armée devienne la meilleure du monde, sans quoi c'en sera fini de l'Allemagne. Nous avons 4 ans pour préparer la guerre. Munich, juillet 1937. Le pilote personnel d'Adolf Hitler, le SS Hans Bauer, l'accompagne à un défilé organisé pour le 200e anniversaire de la culture allemande. Bauer a l'autorisation de filmer Hitler et la foule qui l'acclame. Ingeborg Weber, une lycéenne de 14 ans. Les 4 ans que le Führer nous avait demandés sont écoulés. Que les choses ont changé en Allemagne. Les communistes ont disparu. Il n'y a plus de chômage. Grâce au Führer, nous avons retrouvé notre fierté. Depuis 6 ans, Adolf Hitler cache un secret au peuple allemand. Sa maîtresse, âgée de 25 ans. Seuls ses intimes sont au courant de l'existence d'Eva Braun. La jeune femme tient son journal intime. Qu'il fait beau. Et moi, la maîtresse du plus grand homme d'État au monde, je suis là, à me dorer au soleil. Avec une caméra que Hitler lui a offerte, Eva Braun filme leur vie commune. Je suis tellement heureuse qu'il m'aime tant. Je prie pour que cela dure toujours. Il ne pense qu'à la politique. Il faudrait tout de même qu'il se repose un peu. Seul le cercle des intimes a le droit de rencontrer Eva Braun. C'est le cas de l'architecte Albert Speer. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi secret que Hitler. Même en compagnie d'Eva, il ne baisse jamais complètement la garde. Eva et lui évitent tout ce qui pourrait évoquer leurs relations intimes, sauf le soir quand ils montent se coucher en même temps. Je commence à éprouver de la sympathie et même un peu de pitié pour cette femme qui tient tellement à lui. Eva Braun vient d'une famille catholique. Lorsqu'Hitler lui offre un appartement, son père écrit au Führer. Excellence, je me trouve dans la position extrêmement délicate d'avoir à vous exprimer mon mécontentement. Je considère que la garde exercée par les parents sur leurs enfants jusqu'à leur mariage est un devoir sacré. C'est là ma ligne de conduite. Je vous prie de demander à Eva de regagner le foyer familial. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments respectueux. Fritz Braun. Mais Eva Braun intercepte la lettre. Le Führer ne la lira jamais.
La maîtresse d'Hitler a toujours l'air heureuse. Elle est au centre de l'attention des visiteurs. Mais les quelques fragments qui nous sont parvenus de son journal intime sont souvent d'une tonalité bien différente. Quand il dit qu'il m'aime, cela signifie seulement qu'il m'aime au moment où il le dit. C'est comme toutes ces promesses qu'il ne tient jamais. Je suis horriblement malheureuse. Je vais finir par acheter des somnifères. Comme ça, je n'aurai plus à souffrir. Eva Braun a déjà fait 2 tentatives de suicide. Mais Hitler refuse obstinément de l'épouser. Un homme d'une grande intelligence a besoin d'une femme qui soit fruste et idiote. Laisser une femme se mêler de mon travail, quelle idée. Pendant mon temps libre, je veux avoir la paix. Jamais je ne me marierai. C'est exactement comme au cinéma. Lorsqu'un acteur se marie, il perd une partie de son mystère aux yeux de ses adoratrices. Il n'est plus leur idole. « 28 septembre 1937. Les Berlinois se préparent pour la visite officielle du dictateur italien Mussolini. Hitler est en train de constituer une alliance militaire en Europe. En réarmant l'Allemagne, nous voulons nous doter d'un instrument militaire. Non pas pour attaquer, mais pour nous défendre et préserver la paix. Hitler fait défiler sa nouvelle armée devant son allié fasciste. Aux côtés des 2 dictateurs, son interprète, Paul Schmidt. J'ai eu le temps de les observer. Hitler avait une voix dure, souvent éraillée, et parfois le regard brillant. Dans son rire, il y avait une pointe de sarcasme. Cette cérémonie était étrange. Mussolini a décerné à Hitler le titre de caporal honoraire de la milice fasciste. Hitler va aussi signer un pacte avec le Japon. Cette alliance en place, il peut passer à l'étape suivante. « 12 mars 1938, les troupes nazies entrent en Autriche sans avoir à combattre. Hitler est né en Autriche. Il a toujours rêvé d'intégrer son pays natal dans un grand Reich germanique. Karl Tizian est soldat dans l'armée autrichienne. Nos chefs nous demandent de n'opposer aucune résistance aux troupes allemandes. Que Dieu protège l'Autriche. Les rues sont noires de monde. Partout, on hisse des drapeaux à croix gammée. Hitler nous dit qu'il nous a sauvés des communistes. Et du coup, tout le monde prend le parti des vainqueurs. Un mois plus tard, les Autrichiens ratifient par référendum l'annexion de leur pays. Hitler jubile. Je suis convaincu que c'est le ciel qui m'a envoyé en Allemagne, moi, l'Autrichien, et qui m'a élevé aux plus hautes fonctions. C'est ainsi qu'il a voulu que l'Autriche réintègre le Reich. C'est le plus beau jour de ma vie. Il ne faut que quelques semaines pour que les Juifs de Vienne subissent les conséquences du retour d'Hitler, le sauveur de l'Autriche. Une étudiante juive de 24 ans, Edith Hahn, assiste impuissante aux premières persécutions.
les nazis posent des écriteaux sur les boutiques juives pour interdire aux clients d'y entrer. Quiconque n'obéit pas se fait tabasser, tuer ou déporter en camp de concentration. Tout le monde est devenu fou. Ils nous détestaient à la naissance. Ils nous détestaient dans leur jeunesse. Et maintenant que le vernis de la civilisation a sauté, il n'y a plus rien qui nous protège de leur haine. Dans son nid d'aigle des Alpes bavaroises, Hitler dresse déjà des plans pour sa prochaine conquête. Le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, écrit: C'est maintenant le tour de la Tchécoslovaquie. Le Führer est fantastique, un vrai génie. Il passe des heures devant la carte, à réfléchir. Il est ravi que les Tchèques se montrent aussi bornés. Il va pouvoir les réduire en miettes. Dire qu'ils ne se doutent pas de ce qui les attend. Les pauvres imbéciles. Hitler prétend que les Allemands qui vivent en Tchécoslovaquie, dans la province des Sudètes, sont opprimés. La presse allemande dénonce des agressions et des viols inventés de toutes pièces dont serait victime la minorité germanophone. On signale des mouvements de troupes allemandes. Les Alliés sont désormais convaincus que cet obscur conflit frontalier pourrait déboucher sur une guerre. La France notamment prend peur. 13 ans plus tôt, elle a signé une alliance militaire avec la Tchécoslovaquie. Elle craint maintenant d'être obligée de lui porter secours et d'être entraînée dans un conflit avec l'Allemagne d'Hitler. Le monde entier est suspendu à ses lèvres. Diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. J'exige le droit à l'autodétermination pour les 3,5 millions d'Allemands de la région des Sudètes. C'est à eux de décider librement à quel pays ils appartiennent. J'exige que l'on cesse d'opprimer les Allemands de Tchécoslovaquie. 3 semaines plus tard, le destin de la Tchécoslovaquie est fixé à Munich lorsqu'Hitler rencontre le Français Daladier et le Britannique Chamberlain. Pris de panique devant la menace d'une guerre, il cède devant le Führer. Le socialiste Léon Blum résume le sentiment général. La guerre est probablement écartée, mais dans des conditions telles que je ne puis éprouver de joie et que je me sens partagé entre un lâche soulagement et la honte. Les troupes d'Hitler sont autorisées à entrer dans les territoires sudètes. Elle n'essuie pas un seul coup de feu. Le 12 juin 1939, le Führer se rend dans son village natal, à Fischlam, en Autriche. Adolf Hitler est le fils d'un douanier de la région. Il dépose des fleurs sur la tombe de ses parents avant de visiter son ancienne école. C'est ici que sont nés mes premiers idéaux. Au contact des plus durs de l'école, je me suis forgé un caractère trempé. C'est ici que j'ai développé mes talents d'orateur lors de violentes disputes avec mes camarades.
les prés et les bois étaient mes champs de bataille. Pour le 50e anniversaire d'Hitler, une femme écrit dans un journal de la ville. Pour mes enfants, le Führer est celui à qui il faut obéir en toutes circonstances. Ils le voient comme le créateur de l'univers. On apprend une nouvelle chanson aux écoliers. Adolf Hitler est notre sauveur, notre héros. C'est l'être le plus noble de la Terre. C'est pour Hitler que nous vivons. C'est pour Hitler que nous mourrons. C'est notre Hitler. Il est aux commandes d'un monde meilleur. Dans toute l'Allemagne, des milliers de nouvelles recrues prêtent serment au Führer. L'aide de camp d'Hitler, le lieutenant-colonel Schmundt. Le Führer nous demande du courage pour pouvoir régler nos problèmes. La solution, c'est l'expansion à l'Est. Il faut attaquer la Pologne à la première occasion. C'est pour nous la seule ouverture en Europe. Nous n'avons pas le choix. Cette fois-ci, la France et l'Angleterre avertissent qu'elles sont prêtes à entrer en guerre. La menace n'est pas prise au sérieux. Goebbels, chef de la propagande, s'en prend tout particulièrement à l'Angleterre. Nous savons que ces imbéciles d'Anglais sont trop faibles et trop lâches pour nous arrêter. Le Führer pense qu'ils ont un des pires gouvernements qui soit. Ils vont laisser tomber la Pologne. Ils ont d'autres problèmes à régler. Ils ne vont rien faire, c'est sûr. Hitler doit se débarrasser d'une menace de taille avant de déclencher l'attaque contre la Pologne. Dans le plus grand secret, il adresse un télégramme au dirigeant soviétique, Joseph Staline. Monsieur Staline, la tension entre l'Allemagne et la Pologne devient intolérable. La crise est imminente. Il serait souhaitable que nos deux pays contractent une nouvelle alliance. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir répondre dans les meilleurs délais. Adolf Hitler. « 48 heures plus tard, Staline donne sa promesse de ne pas s'opposer à Hitler. Plus de 2 millions d'hommes attendent que le Führer donne l'ordre d'attaquer. Hitler est sûr de lui. Plus personne n'obtiendra jamais une telle confiance de la part du peuple allemand. C'est à moi de jouer. Les dirigeants de nos ennemis ne sont que des mauviettes. Je l'ai vu à Munich, des vermisseaux, pas de quartier. Soyons impitoyables. Pour celui qui déclenche une guerre, l'important n'est pas tant d'avoir raison que de remporter la victoire. Le 1er septembre 1939, au petit matin, l'armée allemande attaque la Pologne. Dans l'Allemagne entière, un message d'Hitler diffusé par haut-parleur annonce la nouvelle. Un Berlinois, Werner Hartz, s'étonne du calme apparent. Les rues sont désertes. On ne voit aucun soldat. Il n'y a pas de foule en liesse, contrairement à la guerre de 14. Cette fois-ci, la guerre a démarré en silence, comme dans le brouillard. En attaquant la Pologne, Hitler déclenche un nouveau conflit mondial. 2 jours plus tard, Paris et Londres se déclarent en état de guerre avec l'Allemagne.
Un aérodrome, tombé aux mains des Allemands près de Varsovie. L'invasion nazie a commencé il y a seulement 3 semaines, et déjà les Polonais sont en déroute. Hitler, ravi, vient féliciter ses troupes sur le champ de bataille. Des colonnes entières de soldats polonais ont été faits prisonniers. Les autres doivent se rendre ou déposer les armes, sinon ils seront éliminés. Conformément au pacte secret qu'Hitler a passé avec Staline, l'armée rouge envahit à son tour l'est de la Pologne. Les Polonais refusent de se rendre. Hitler lance son aviation et ses chars sur la ville de Varsovie. Le soldat Gerhard Meyer. Le soldat Gerhard Meyer. Nous avons croisé des milliers de réfugiés dans des carrioles. Les habitants s'enfuient. Notre artillerie s'en est donnée à cœur joie. Tout est en ruine. Au bord des routes, les gens nous regardent passer. On lit la haine dans leurs yeux. La victoire d'Hitler cause la mort de 70 000 personnes. La Pologne disparaît en tant qu'État. Hitler espère que la destruction de la Pologne va servir de leçon à la France et à l'Angleterre. Il leur adresse une offre de paix, mais celle-ci est refusée, ce qu'il met hors de lui. Joseph Goebbels, ministre de la Propagande. Le Führer est convaincu de notre victoire. Les armements français et anglais sont dépassés. Ils n'ont pas le temps de reconstruire leur industrie militaire. En nous déclarant la guerre, la France a commis la plus grande erreur de son histoire. La preuve en sera faite bientôt. « 10 mai 1940. Hitler lance la Blitzkrieg, la guerre éclair à l'ouest. Une attaque massive. Le soldat allemand Hans Gotthard écrit à sa femme. Ma chère épouse, comment décrire ce que je vis? De toutes parts, on devine l'avance de nos troupes. On entend sans cesse l'artillerie. Nous suivons les explosions. Pour que nous passons sont en feu. J'aperçois des officiers qui pleurent comme des gosses. « 100 000 soldats français vont mourir au combat. À Dunkerque, l'armée britannique et des milliers de soldats français encerclés fuient vers l'Angleterre, dans la panique, et sous le pilonnage des avions allemands Stuka. Ce jour-là, le pilote Peter Souf survole la plage de Dunkerque. Comment décrire la panique? Imaginez une débandade indescriptible sur les plages. Des armes, des canons abandonnés, des véhicules et des tanks en pagaille. La chute de Dunkerque nous a livré d'un seul coup les côtes belges et françaises. Après cette première bataille, la France se retrouve totalement isolée. Ce sont désormais les civils qui fuient devant les troupes d'Hitler. 8 millions de Français sont sur les routes. Jean Cazin. Les colonnes de réfugiés encombrent la route, fuyant Paris et sa banlieue. En attendant que le passage des ponts leur soit autorisé, des files d'autos stationnent. Certains attendent depuis 4 jours. Au même moment, quelque part dans l'est de la France, Hans Bauer, le pilote d'Hitler, filme l'arrivée triomphale du Führer. Soldats du front de l'Ouest, vous ne m'avez pas déçu.
Le projet le plus audacieux de toute l'histoire de la guerre a réussi grâce à votre bravoure sans égale. Nos ennemis se souviendront longtemps de notre victoire. Que cela leur serve de leçon. Hitler est au fait de ses ambitions. Rien ne semble pouvoir lui résister. J'imagine tous les discours enthousiastes auxquels nous aurons droit sur les qualités de l'état-major et sur le moral des troupes. Mais rien n'est plus faux. Si nous avons gagné, c'est seulement par notre cruauté. Deux semaines plus tard, le 28 juin à 6 h du matin, Hitler lui-même entre dans Paris. Paris est la plus belle ville d'Europe. Et c'était mon rêve de la visiter. Mais Berlin, notre capitale, doit devenir beaucoup plus belle encore. Je me suis souvent demandé s'il ne fallait pas détruire Paris. Mais quand nous aurons terminé Berlin, Paris ne sera plus qu'une ombre. Alors, cette destruction sera devenue inutile. Quelques soldats et officiers français, pourtant, refusent de reconnaître la défaite. Avec plusieurs navires de guerre, ils ont rejoint l'Angleterre à l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement. Raymond Drone, 32 ans, est l'un des premiers à s'engager dans la France libre. Vive la France, libre! Winston Churchill décline cette offre. We shall fight in France. We shall fight on the seas and ocean. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. À l'été 1940, la bataille d'Angleterre commence. Hitler est convaincu que ses pilotes doivent anéantir les avions de chasse ennemis avant de pouvoir envisager un débarquement en Angleterre. Mais cette fois-ci, l'aviation allemande est tenue en échec. Le pilote, Ulrich Steinhilper, écrit à ses proches. J'ai abattu mon 4e Spitfire, mais cela m'a coûté un excellent pilote. La veille, nous avons eu des victimes à 3 reprises. Mon ailier aussi s'est fait tuer. Sur l'équipage d'origine, nous ne sommes plus que 12. Les Anglais ont un nouveau moteur sur leurs avions, nous avons du mal à suivre. Une semaine plus tard, Ulrich Steinhilper est abattu à son tour en survolant l'Angleterre. Pour marquer les esprits, Churchill décide de bombarder Berlin. Hitler, furieux, change alors de stratégie. Les avions allemands s'en prendront désormais à la population britannique elle-même. Si l'aviation britannique nous largue 2 ou 4 000 bombes, nous leur en larguerons 200 000, 400 000 ou même 1 million en une seule nuit. Et s'ils intensifient leurs attaques, nous réduirons leur ville à néant. Hitler's pilots blitz Britain day and night. Les pilotes d'Hitler attaquent l'Angleterre jour et nuit. En 9 mois, les bombardements font plus de 40 000 morts. Mais les Britanniques ne cèdent pas. L'aviation allemande commence à essuyer de lourdes pertes. Le pilote de bombardier, Peter Stahl, s'inquiète. 16 octobre. Peter Stahl s'inquiète. 16 octobre. Nos pertes s'élèvent à 4 bombardiers avec leurs équipages. Demain, dans le communiqué officiel,
on ne parlera que des dégâts considérables que nos valeureux aviateurs ont infligés à l'ennemi. Et on minimisera nos pertes. Je voudrais tellement être loin d'ici. En mai 1941, Hitler sait que la bataille d'Angleterre est perdue. Pour la première fois, il a trouvé un ennemi à sa taille. Je ne suis pas homme à abandonner un combat que j'ai entamé. J'ai déjà su le montrer, et je le montrerai une fois encore à Churchill. Dans les provinces conquises à l'Est, la victoire allemande entraîne l'instauration d'un nouveau régime particulièrement brutal. Hitler est décidé à mettre en pratique ses théories racistes. Sous leur vernis germanique, les Polonais sont constitués d'une substance ignoble. Les Juifs. La chose la plus répugnante qui soit. Si la Pologne avait continué à résister, ce pays entier croulerait sous la vermine. Ce qu'il faut, c'est une main ferme, capable de trancher dans le vif. Hitler oblige tous les Juifs à porter un brassard qui les distingue des autres. Ils sont rassemblés et enfermés dans des ghettos. Le plus grand se trouve à Varsovie, la capitale de la Pologne. « 400 000 Juifs sont entassés dans ces murs. Parmi eux, une adolescente de 17 ans, Marie Berg. Le ghetto est de plus en plus surpeuplé. En permanence, il arrive de nouveaux réfugiés. Les gens sont pieds nus et en haillons. On lit la faim dans leurs regards. Chaque jour, 40 à 50 personnes meurent de faim. J'ai vu une petite fille en larmes. Elle me regardait de ses grands yeux bleus et elle m'a dit « J'ai faim ». Pourquoi est-ce que personne ne vient à notre secours? Combien de temps allons-nous encore rester là? Fin 1942, près de 300 000 hommes, femmes et enfants ont déjà été déportés du ghetto de Varsovie vers le camp de la mort de Treblinka. L'écrivain Jean Guéhenno écrit dans son journal. L'air devient de plus en plus irrespirable. Dans certains quartiers, la police barre les rues. Des juifs sont arrêtés. Des communistes fusillés. On nous menace de mort. L'occupant organise la terreur. Des jeunes réfractaires sont pendus dans leur village du Midi. On apprend chaque jour de nouvelles horreurs. Hitler a échoué devant l'Angleterre, mais il contrôle une grande partie de l'Europe. Il donne alors ses ordres pour préparer une nouvelle guerre, dirigée cette fois-ci contre son allié, l'Union soviétique. Le général Halder, chef d'état-major, est enthousiaste. Le Führer dit que si nous arrivons à vaincre l'URSS, la Grande-Bretagne aura perdu son dernier espoir de remporter la guerre. Nous devons donc détruire la Russie. Mais d'autres généraux allemands commencent à douter des capacités d'Hitler, comme le général Warlimont, chef adjoint des opérations. Nous nous dirigeons vers une guerre sur 2 fronts, une chose que nous étions parvenus à éviter jusqu'à présent. Il nous faudrait quelqu'un pour tenir tête au Führer. Mais qui?
Cela fait 20 ans qu'Hitler rêve d'une guerre qui éliminerait le communisme. Le communisme représente un danger considérable pour notre avenir. Il faut oublier toute solidarité entre soldats. Ceci est une guerre d'élimination. Le 22 juin 1941 à l'aube, plus de 3 millions de soldats allemands franchissent la frontière soviétique. Le traité passé entre Hitler et Staline est rompu. L'opération Barbarossa a commencé. Karl Futsch, artilleur de la 7e division de Panzer. Cette guerre n'est pas si terrible que ça. Les Russes se sauvent de partout. Hier, j'ai détruit un tank russe. Si je m'en paye un autre, je vais avoir droit à ma première médaille. On va leur montrer à ces porcs de bolcheviks. Si tu me voyais, je suis tout bronzé. Nous sommes tous convaincus que la victoire est proche. Au fil des mois, des milliers de soldats soviétiques sont faits prisonniers. Un officier allemand écrit à sa femme. Chère Hannah, le nombre de prisonniers augmente de jour en jour. C'est notre bataillon qui s'en charge. On en exécute sur place. Ce n'est pas trop dur à faire car on se dit qu'ils ont tué des soldats allemands. Je te demande de ne pas lire ceci à notre fils. Avant la fin de la guerre, plus de 3 millions de soldats soviétiques prisonniers auront trouvé la mort dans les camps allemands. « 26 août 1941, Hitler se rend sur le front de l'Est. L'armée rouge est en déroute, des territoires entiers de la Russie sont passés sous la coupe d'Hitler. Il revendique à l'Est un espace vital pour les Allemands et veut s'inspirer de l'Empire britannique. La Russie sera pour nous ce que l'Inde est à l'Angleterre. Je voudrais tant faire comprendre aux Allemands que nous avons un besoin vital de cet espace. Tirons des leçons de l'expérience coloniale anglaise. Il s'agit de partager un gâteau, d'être les premiers à l'administrer, à le diriger et à l'exploiter. Mais Hitler et ses généraux ne parviennent pas à vaincre l'armée rouge avant le début du terrible hiver russe. Il faut interrompre l'opération Barbarossa. C'est alors que Hitler apprend que ses alliés, les Japonais, ont bombardé la flotte américaine à Pearl Harbor. Nous sommes le 7 décembre 1941. Hitler a désormais un nouvel ennemi, les États-Unis. Rien ne nous fera douter. Je suis le Führer d'un Reich qui durera 1000 ans. Churchill et Roosevelt sont dans leur petit monde aux mains des plutocrates. En coulisses, les Juifs tirent les ficelles. Moi, j'ai tout mon peuple derrière moi. Dès la fin de l'hiver, Hitler lance une nouvelle offensive. Il est convaincu que l'armée rouge est à genoux. Le lieutenant Wilhelm Prüller. Enfin, nous revoilà dans l'action. Monsieur Staline, nous reprenons l'offensive. Ni vous, ni vos brutes ne pourrez nous arrêter. En
On entend un vacarme assourdissant. Des explosions, un vacarme sans fin. Tout est dans le brouillard. Heureusement que cette guerre ne se déroule pas sur le sol allemand. Lorsque l'armée allemande parvient au fleuve Volga, Hitler donne l'ordre de prendre la ville de Stalingrad. Les soldats allemands sont à plus de 2000 km de chez eux. Cela rend Hitler furieux. Vous croyez que c'est à vous de m'apprendre ce qu'éprouvent les soldats qui sont au front? Où étiez-vous pendant la Première Guerre mondiale? J'exige que vous fassiez preuve de la même fermeté que nos soldats sur le front. Ordre d'Hitler, pas de retraite. Trois mois plus tard, l'armée rouge prend en tenaille plus de 200 000 soldats allemands à Stalingrad. Nacht, da steht ein Soldat und hält Wacht, träumt von Hanne und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. Die Wolken am Himmel. En Allemagne, on se prépare à fêter Noël. Certaines familles de soldats piégés dans Stalingrad reçoivent des nouvelles par courrier aérien. Le soldat Werner Bunmann écrit: Mon cher fils, j'espère que c'est le dernier Noël que vous fêtez sans moi. Les Russes nous ont fait un sale coup. Il fait moins 30 degrés ici. On serait mieux au chaud. J'espère vous revoir l'année prochaine. Affectueusement, ton père, Werner. Cinq semaines plus tard, les 90 000 survivants de l'armée allemande à Stalingrad finissent par se rendre. 80 000 d'entre eux mourront en captivité en Union soviétique. Le soldat Werner Bunmann est de ceux-là. La guerre d'Hitler fait de plus en plus de victimes. On enrôle désormais les vieillards et les adolescents pour défendre la patrie allemande. Journal intime de Wolfgang Findeisen, 15 ans. Nous avons remplacé les adultes pour qu'ils puissent monter au front. Avant, c'était des vrais soldats qui maniaient ces canons. Nous sommes de garde 24 heures sur 24 et c'est formidable. Ça nous change de l'école. On n'est plus des enfants maintenant. On est devenus des hommes. C'est maintenant le territoire allemand lui-même qui est attaqué par l'aviation. Les Alliés bombardent les grandes villes. Le 27 juillet 1943, 700 bombardiers britanniques prennent pour cible la ville de Hambourg. L'incendie est filmé par le pompier Hans Brunswig. On dirait un orage sans pluie. La chaleur de l'incendie est insoutenable. Il y a des gens par terre dans la rue. Je voudrais leur venir en aide, mais ils sont déjà morts. Au petit matin, Hambourg est une ville fantôme. Les rues de Hambourg sont jonchées de corps brûlés, dont il ne reste parfois que le squelette, ou même un petit tas de cendres. Dans la seule ville de Hambourg, on dénombre plus de 40 000 morts. Les conseillers d'Hitler lui suggèrent de se rendre dans les ruines pour remonter le moral de la population. Albert Speer, ministre de l'Armement.
Avec Goebbels, j'ai essayé de persuader Hitler, en vain. Goebbels ne pouvait s'empêcher de comparer l'attitude d'Hitler avec celle de Churchill. Quand je pense à toute la propagande que l'on pourrait tirer d'une visite comme celle-là. Mais Hitler reste invisible. Il se terre dans son bunker du front de l'Est. Si le peuple allemand n'a plus la force ni la volonté de se sacrifier, s'il n'est plus prêt à donner son sang, il mérite de disparaître et d'être éliminé par une puissance supérieure. Si cela devait arriver, je ne verserai pas une larme. Caché dans les forêts d'Allemagne orientale, voici le QG secret d'Hitler, la tanière du loup. Un vaste complexe d'immeubles camouflés dans les arbres et de bunkers souterrains. C'est d'ici qu'Hitler pilote la guerre. Son état de santé se dégrade. Il souffre de problèmes cardiaques et des premiers symptômes de la maladie de Parkinson, comme le constate le général Guderian. Hitler a beaucoup vieilli depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il s'est voûté. Ses mains tremblent. Son regard a perdu son éclat habituel. Il se met facilement en colère. Ses paroles et ses actes sont devenus imprévisibles. Hitler's adjutant, Nikolaus von Below. I had the impression that Hitler now believed that a war against both the Russians and the Allies, on two fronts, could no longer be won. « 6 juin 1944 à l'aube, les Alliés déclenchent la reconquête de l'Europe occupée. C'est le jour J. Paradoxalement, Hitler est ravi d'apprendre la nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Tant qu'ils étaient en Angleterre, ils étaient hors de portée. Mais là, nous les tenons à notre merci. Nous pouvons les détruire. Mais en 24 heures, les lignes sont enfoncées. Les soldats de Hitler sont débordés par la machine de guerre alliée. À Ouistreham, le fusilier marin Marcel Labat débarque avec les Français libres du commandant Kieffer. La haine du Boche nous tient tous au cœur. Ils ont torturé, assassiné beaucoup des nôtres. Ils ont affaibli la France. Ils veulent notre mort à tous. Et c'est pourquoi il faut en finir avec eux. Au soir du 6 juin, 7000 soldats alliés sont morts, dont Marcel Labat. Un groupe d'officiers a conspiré contre Hitler. Le Führer en réchappe de justesse. Désormais, j'en ai la preuve. Tout l'état-major est contaminé et je tiens les salauds qui sabotaient mon action depuis des années. Je sais maintenant pourquoi mes grands projets ont échoué. J'ai été trahi.
Hitler fait arrêter 5000 personnes. 200 d'entre elles sont exécutées. L'armée allemande est attaquée sur tous les fronts. Hitler place maintenant tous ses espoirs dans une nouvelle arme. Depuis plus de 12 ans, dans un site gardé secret du nord de l'Allemagne, une équipe de savants travaille sur un missile balistique à longue portée. Le premier lancement est filmé en couleur. Le chef de l'équipe de chercheurs, le général Dornberger, le montre à Hitler. Une lueur de fanatisme s'est allumée dans son regard. Il s'est mis à hurler « Je veux qu'on les anéantisse !» Il pensait que cette nouvelle arme allait marquer un tournant dans la guerre. Notre missile a été rebaptisé V2, arme de vengeance numéro 2. « 1300 V2 sont tirés sur Londres, tuant près de 3000 personnes. Mais on est loin de la menace d'anéantissement. C'est même le contraire qui est en train de se produire. Le Reich allemand est maintenant cerné par les Alliés et les Soviétiques. Les forces françaises d'Afrique du Nord et les troupes américaines ont débarqué en Provence. La résistance intérieure leur prépare le terrain. FFI et FTP harcèlent les troupes allemandes. Marseille et Paris se soulèvent contre l'occupant. « 24 août 1944, la 2e DB du général Leclerc entre dans la capitale. Dans l'un de ses chars, le capitaine Raymond Drone des forces françaises libres. La population se précipitait sur nos voitures. Tout couvert de poussière et de gasoil, on n'était pas beau, mais on nous embrassait quand même. La porte d'Italie a été rapidement submergée par une marée humaine. On avait longtemps rêvé de libérer le pays. Et là, on réalisait ce rêve. Refusant une nouvelle fois toute idée de retraite, Hitler a ordonné au général von Choltitz de détruire Paris. Mais le gouverneur allemand choisit de se rendre au général Leclerc. Ceux qui avaient encore la force de se déplacer tombaient d'inanition. Il y avait des montagnes de corps. Le four crématoire et la cour étaient envahis de cadavres. J'entends encore mes amis qui y sont morts. Ils me disaient, si tu t'en sors, raconte ce qu'on nous a fait. Jamais je n'oublierai. Les Américains rassemblent les habitants du village voisin et les obligent à venir voir les atrocités qui ont été commises en leur nom. Renate Simone est l'une de ces villageoises. Elle a 18 ans. Je n'en croyais pas mes yeux. On avait empilé les cadavres. L'odeur était inimaginable. J'allais défaillir. Quand un GI m'a interpellée. « Hé, toi, Miss Hitler, regarde, regarde !» Les nazis ont assassiné 6 millions de juifs. Avril 1945,
l'armée rouge arrive sur les rives du fleuve Oder, à 100 km de Berlin. Depuis son bunker souterrain du centre de Berlin, Hitler donne l'ordre de défendre la capitale à tous les hommes en état de se battre, quel que soit leur âge. Chaque soldat doit accomplir son devoir. Ceux qui s'y dérobent sont des traîtres. Quiconque vous donnera l'ordre de reculer sera arrêté et exécuté sur le champ. Les Alliés disposent d'une supériorité écrasante à plus de 5 contre 1. Les forces du Reich sont anéanties. Le 21 avril, les Russes entrent dans Berlin. Plus de 13 millions de militaires soviétiques sont morts dans cette guerre. L'armée rouge autorise ses soldats à fêter leur victoire à leur manière. Une Berlinoise de 24 ans, Hildegard Christoph, témoigne. Les Russes nous ont interdit de fermer les portes à clé. La mitraillette à la main, ils nous ont réunis dans une maison vide où ils avaient traîné d'autres jeunes femmes. Ils se sont acharnés toute la nuit, à tour de rôle. Une horde de brutes. Au petit matin, ils sont disparus. Nous sommes rentrés chez nous en rasant les murs. Depuis, plusieurs femmes se sont suicidées. Plus d'1 million d'Allemandes sont violées. Dans les ruines de la chancellerie, on découvre le bunker souterrain d'Hitler. Mais il est vide. Hitler a finalement épousé sa maîtresse Eva Braun et il s'est suicidé. Afin de ne pas avoir à subir la honte d'une capitulation, mon épouse et moi-même choisissons la mort. Nous voulons être immédiatement incinérés. On ne retrouvera que quelques ossements calcinés au milieu des gravats. La guerre voulue par Hitler est enfin terminée. Les Allemands, à leur tour, vivent un cauchemar. Edelgard Seidel, 15 ans. Nous étions persuadés que la victoire était proche. Et là, tout est fini. Allons-nous être détruits à notre tour, nous, l'un des peuples les plus cultivés de la Terre? C'est une honte dont nous ne nous remettrons jamais. La guerre a fait 50 millions de victimes. Avant de se suicider, Hitler a rédigé son testament politique. Ni moi, ni personne en Allemagne ne voulait de cette guerre. Ce sont les hommes politiques étrangers, juifs ou travaillant pour les juifs, qui l'ont provoquée. Je meurs le cœur léger car je mesure l'immensité de l'œuvre accomplie par nos soldats, nos femmes, nos ouvriers et notre jeunesse. Cette contribution est unique dans l'histoire.